Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Yannick Pelayo. Bonjour Yannick. Bonjour Rida. Aujourd'hui, c'est un staff médical d'un club pro que nous allons tenter de mieux appréhender. On tentera de savoir ce qui se cache derrière cette cellule qui intervient au quotidien auprès des joueurs, son évolution, son perfectionnement d'année en année. Et pour ce faire, nous allons recevoir l'ancien ostéopathe et également kinésithérapeute Yannick Guillaumet. Bonjour Yannick. Bonjour Reda. Pour commencer, Yannick, on va peut-être te laisser un peu te présenter. Tout à fait, Rida, parce que Yannick Guillaumet, il est ancien ostéopathe de l'AS Monaco, mais il exerce toujours. Toujours, c'est important de le dire. Voilà, il est toujours en activité, au service de certains footballeurs, mais aussi de pas mal d'autres sportifs professionnels de haut niveau, dans d'autres disciplines. Donc, on va te laisser, Yannick, nous raconter tout ça. Oui, merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir partager mon expérience. Alors brièvement, j'ai un passé de footballeur amateur qui s'est malheureusement terminé assez rapidement parce que j'ai vite compris que j'allais devoir rester amateur et pas professionnel comme je le rêvais quand j'étais enfant, et du coup je me suis dit c'était la priorité aux études. Donc j'ai fait mes études de kiné à Paris, j'ai été diplômé de kinésithérapie en 96, 95 exactement. Ensuite j'ai assez vite pu travailler à l'AS Monaco à partir de 97, où je suis rentré donc au club comme kiné du centre de formation. Et puis très vite, j'ai intégré, il y avait une demande assez forte et grandissante au niveau du staff pro, donc j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Et donc à partir de, je pense, 98-99, j'ai travaillé à plein temps chez les pros. Avant, je me partageais entre le centre de formation et les professionnels, et puis donc kiné à plein temps à partir de peu près 98, à l'AS Monaco. Et ensuite, j'ai très vite compris qu'il fallait chercher à améliorer certaines connaissances pour pouvoir être plus performant. J'estimais que mes études de base de kiné étaient un petit peu insuffisantes pour le monde professionnel. Donc je me suis orienté à l'époque, il n'y avait pas trop d'autres choix que de faire de l'ostéopathie. Donc j'ai enchaîné des études d'ostéopathie, j'ai été diplômé en 2003. Donc j'ai à partir de là exercé plus l'ostéopathie que la kinésithérapie au sein de l'AS Monaco. Et après, jusqu'à à la fin de mon parcours à l'AS Monaco, qui s'est terminé donc en 2019, les 2 dernières années étaient dédiées au-delà de mon activité d'ostéopathie au sein du club, à essayer d'optimiser le fonctionnement du staff médical. Donc on en parlera, je pense, à la fin du podcast un petit peu plus longuement. Ouais, exactement. Mais voilà, donc kiné, puis ostéo, et enfin manager médical au sein de l'AS Monaco. Ça fait un beau parcours. Tu es rentré à quel âge exactement à l'AS Monaco ? 25 ans. C'est tôt. 25 ans, j'ai fait, je crois, 23 ans à peu près à l'AS Monaco. Oui, c'était mon premier job. Donc j'ai eu vraiment... on peut dire, Rida, qu'il a connu pas mal de choses, Yannick, à l'AS Monaco. Et d'entraîneur. Notamment 2 titres de champion de France, même 3, on va dire 2 titres en Division 1, puisque en l'an 2000, c'était pas encore la Ligue 1, et puis le titre de 2017 en Ligue 1, mais également la relégation en Ligue 2 et la remontée qui a suivi. Donc il y a aussi un titre de champion de France de Ligue 2. Et bien entendu, ce fabuleux parcours dont on parle encore aujourd'hui en Ligue des Champions en 2004 avec Didier Deschamps. D'ailleurs, tu as travaillé avec pas mal de coachs à l'AS Monaco. Est-ce que tu peux nous faire quelques petites digressions sur ces collaborations ? Oui, je suis arrivé, c'était Jean Tigana, le coach de l'équipe première. J'étais tout jeune, très, très timide. Du coup, je n'ai pas beaucoup interagi avec lui directement. J'étais dans mes petits souliers. Ça a commencé avec un peu plus de proximité avec Claude Puel, parce qu'il était à l'époque, il a commencé comme entraîneur de l'équipe réserve. Et j'étais le kiné à l'époque aussi de l'équipe réserve. Donc on a eu une proximité assez rapide et assez facile à ce moment-là. Donc je garde encore de très bons contacts avec lui. Ensuite, Didier Deschamps également, où encore aujourd'hui j'ai beaucoup de contacts avec lui, et ça c'était vraiment un entraîneur qui m'a marqué.
Et après, il y a eu Laurent Banide aussi. Il est resté longtemps au club et aussi beaucoup d'échanges et de relations au-delà du football avec Laurent. Puis après, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés. Et le dernier qui m'a marqué, forcément, c'est Jardim. Voilà, donc c'était un entraîneur assez incroyable qui a été capable de sortir certaines choses des joueurs qu'on ne pensait pas possibles. Et justement, au niveau de tous ces entraîneurs-là, quelle était leur sensibilité avec cette cellule médicale en fait? Est-ce qu'il y en a certains qui poussaient un peu plus, d'autres un peu moins? Ils sont tous très, très exigeants avec le secteur médical. C'est légitime, ils veulent avoir le plus de joueurs sur le terrain tout le temps, et donc ils nous mettent tout le temps la pression, même si après on en rigole, mais des fois c'est pas facile de leur tenir tête pour leur expliquer que qu'il y a un gros risque de blessure et que c'est peut-être plus intéressant de sauter un match pour l'avoir un joueur en meilleures conditions après. C'est pas simple d'expliquer ça à un entraîneur, surtout quand c'est un joueur important de l'effectif en plus. Oui, tout à fait. C'est pas simple. Mais je laissais souvent la place, et c'était pas mon rôle premier d'ailleurs, c'était plus le rôle du médecin. Ouais. Donc ça m'allait bien de temps en temps de ne pas avoir à affronter ces situations. Toi, si tu devais retenir, on a cité un petit peu les grands événements que tu as pu vivre avec ce club, si tu devais n'en retenir qu'un seul, qui t'a vraiment marqué émotionnellement. Alors émotionnellement, au niveau sportif, il y a eu, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, des hauts et des bas. Il y a eu des grosses émotions, comme la finale de Champions League, qui a été un parcours exceptionnel, vraiment incroyable, qui se termine pas très bien, mais c'était quand même de très très belles émotions. Négativement, la descente en Ligue 2, qui a été vraiment un passage très, très douloureux. Et puis à nouveau ce titre de 2017 qui était juste une année exceptionnelle, incroyable, et je pense qu'on aurait pu faire encore mieux cette année-là. On imagine que c'était assez intense. On est friand d'anecdotes, nous, ici, surtout quand on peut rentrer un peu dans les coulisses du football professionnel. Est-ce que tu peux nous en conter une ou deux durant ce parcours ? Alors, je vais essayer d'être succinct parce qu'il y en a quelques-unes. Écoute, la dernière en date, c'est celle que j'ai pu vivre avec Andrea Raggi, donc lors de l'épopée de 2017, Champions League. Et donc on joue à Manchester City. 2 jours, je crois que c'est le mardi soir qu'on doit jouer à Manchester City. Le lundi matin, donc on se retrouve au Louis II pour partir en bus pour l'aéroport, pour prendre l'avion. Et Raggi est plié en deux et voilà, bloqué. Il doit jouer le lendemain soir et il est lombalgie, lumbago, il ne peut plus bouger. Le mec t'a dit Yannick, il ne peut plus bouger. C'était exactement. Là je pense qu'il y avait encore un peu plus de couleur dans le verbe. Il a mis quelques petits mots comme il sait les dire. Non, il pleurait presque, il pensait que c'était la fin du monde et que tout s'arrêtait. Mais il a joué le match pourtant. Il a joué le match. On a réussi avec tout le staff médical à le chouchouter et à faire un maximum de soins en 24 heures. Et c'est ça l'avantage du foot pro aussi, c'est qu'on les a sous la main tout le temps et que donc on peut agir et jusqu'à temps qu'on essaye d'arriver à ce qu'ils puissent à jouer à peu près. En plus, ce match-là, si je me rappelle bien, il centre. Il a l'origine exactement. Passe décisive pour le but et voilà. Et donc à la fin du match, il m'a donné son maillot de la main en me regardant, il m'a dit merci. Et voilà. Mais après, c'était l'ensemble du staff médical aussi qui avait pu agir. On s'en rend pas forcément toujours compte, justement. C'est un petit peu la face cachée un petit peu du foot pro. C'est que des fois, justement, ces joueurs-là, on les voit sur le terrain, on les voit à l'entraînement, mais des fois entre deux, il y a ces problèmes-là qu'il faut régler des fois très rapidement dans un laps de temps très court. Et c'est là votre rôle, qui est un rôle primordial, j'ai envie de dire, dans la réussite de certaines équipes. C'est justement ce qui aussi est stimulant dans ce métier. C'est aussi pour ça que je l'ai fait et que je continue à le faire. Alors, plus à l'AS Monaco dans d'autres sphères, mais c'est ce côté un peu stress, adrénaline, de devoir agir vite, de faire un diagnostic le plus rapide possible et puis de mettre en place toute une stratégie qui pourra nous amener à remettre le joueur ou l'athlète sur pied le plus rapidement possible.
Et justement, alors, on a parlé justement de ton parcours qui a commencé à la fin des années 90. On aimerait savoir, outre le nombre d'intervenants, quelle a été l'évolution justement de ce travail au sein d'un staff médical. Entre l'an 2000 et 2020, on imagine qu'il y a eu énormément de changements. On se pose aussi la question de savoir, et ça tu vas peut-être pouvoir nous répondre, est-ce que les joueurs aujourd'hui se blessent plus qu'avant ? Bon, tu m'as posé beaucoup de questions en une phrase. Ça, c'est Yannick, ça. J'ai essayé d'y répondre. Trop gourmand. Trop gourmand. Il est toujours trop gourmand. Alors, qu'est-ce qui a changé déjà depuis 2000 à 2020 en préparant ce podcast, tu m'avais un petit peu mis sur la voie de cette réflexion, donc j'ai cherché à y réfléchir. Et en fait, oui, je me suis dit, mais c'est vrai que dans les années 2000, on est passé d'un nombre d'intervenants où on était 4 dans le staff technique et 2 dans le médical, ou 3, à maintenant, quand on se déplace, on est 20-25 personnes dans le staff technique plus médical. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé, que c'est arrivé là ? Et en fait, en y réfléchissant bien, je pense que c'est principalement l'évolution technologique qui aujourd'hui a fait naître de nouveaux métiers aussi qui sont apparus dans le monde professionnel, comme vidéo-analyste, comme sport scientist. Et notamment, moi, ce qui m'a marqué dans les années 2020 par rapport au début, c'est dans notre domaine médical, c'est l'arrivée du sport science, entre guillemets. Donc, c'est une façon d'appréhender la préparation physique, la prévention, la réhabilitation de façon maintenant un peu plus scientifique, en se basant sur la conclusion d'articles scientifiques. Alors que dans les années 90, 2000 que j'ai connu, où moi j'ai eu mon enseignement de kinésithérapie, l'enseignement était plus basé sur l'expérience, sur des arguments d'autorité, comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'était des grands professeurs qui dictaient, entre guillemets, ce qu'il fallait faire. Et nous, on appliquait. Voilà. Et maintenant, dans les années 2020, il y a même depuis 2010, cette arrivée des articles scientifiques et on étudie tout et maintenant on remet tout en question, on remet tout en cause. Avec des données donc plus objectives. Avec des données plus objectives. C'est-à-dire ces éléments-là vont venir nous aider à prendre une décision éclairée, non pas sur des croyances ou sur des sensations ou sur du feeling, mais avec des statistiques et des choses qui montrent que ça marche ou que ça ne marche pas. Et donc c'est une aide à la décision précieuse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retirer de la subjectivité dans la prise de décision et on remplace avec de l'objectivité. Tu vois, Reda, on parle souvent de data dans le football aujourd'hui. On en parle sur le terrain, mais Yannick nous confirme que c'est également présent et même prédominant en dehors du terrain. Non, aujourd'hui, et puis c'est passionnant. Pour moi, ça m'a vraiment transformé la vision de mon métier, même, parce qu'en fait, on se rend compte que en allant s'intéresser aux distances parcourues par un joueur pendant un match et puis à quelle vitesse il les parcourt, ça va avoir une influence sur sa fatigue musculaire. Et donc, du coup, ça rend plus pertinent nos soins parce qu'on sait que tel joueur, par rapport à d'habitude, il a couru plus ou plus vite. Et on sait qu'il va être plus fatigué. Et du coup, on va aller préférentiellement passer du temps sur lui, sur des protocoles de récupération. Et finalement, la grande différence, est-ce que ce ne serait pas la prévention des blessures ? Oui, aujourd'hui, on sait que la prévention des blessures... Alors, elle était déjà présente avant, mais aujourd'hui, vu l'évolution du foot, la dimension athlétique, physique, est beaucoup plus sollicitante, beaucoup plus importante que dans les années 2000. Avec le recul, c'est l'impression que j'ai. Et effectivement, la prévention, du coup, elle est primordiale parce que les muscles, ils sont tout le temps... sollicités à haute vitesse de plus en plus et donc il faut les renforcer, les aider les joueurs à récupérer le mieux possible et mettre en place donc des protocoles de prévention les plus pertinents. Donc ces routines, elles sont pour les joueurs tous les jours ? Quotidiennes. Ouais. Quotidiennes. On fait des screenings de début de saison où on identifie des facteurs de risque de blessure et on va mettre en place des protocoles donc qui sont validés par la science pour le coup. Et donc on essaye d'avoir une routine quotidienne qui est personnalisée. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même protocole de prévention pour tous les joueurs. Oui. Voilà, c'est en fonction de son historique de blessure et puis
voilà, essentiellement son historique de blessure. Ouais. Oui, il y en a qui seront plus au niveau des ischios, il y en a qui auront besoin de plus au niveau du quadri, du mollet. Tout va dépendre en fait du joueur et de ce qu'il a vécu durant sa carrière et ses dernières blessures, quoi, vraiment. Exactement. Ouais. C'est important. Et comment le joueur, lui, il le prend, ça, justement c'est un peu le travail de l'ombre. Alors, on sait qu'il y en a qui sont friands, d'autres un petit peu moins. Comment vous pouvez aussi contrôler ça ? C'est très joueur dépendant. Oui. C'est culturel. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner sans faire une routine de prévention, et il y a d'autres qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas faire, ou qui sont réticents et qui préfèrent se mettre sur une table de massage et se faire masser. Ouais. Donc c'est là où il faut être un petit peu diplomate et puis accepter ce qu'ils veulent, tout en faisant passer des messages que peut-être ça serait bien de faire aussi, au-delà du massage, faire un petit peu de prévention active, voilà, progressivement on fait passer les messages. On va revenir sur un article de l'équipe qui t'a un petit peu fait réfléchir, on va dire, dernièrement cet été, qui est sorti cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un article qui est paru au mois de juillet. À ma connaissance, c'est le premier article qui explique un petit peu les difficultés auxquelles sont confrontés les staffs médicaux professionnels. Où dedans, il est mentionné le fait qu'il y a des rythmes de travail qui sont vraiment très, très intenses, et qu'il y a aussi le problème de la formation, que beaucoup de clubs, et notamment en Ligue 2, moi je relais ce qui est dit dans cet article, hein, mais je le constate, je le partage, que souvent, pour des soucis économiques, les dirigeants vont préférer prendre des jeunes, que ce soit des médecins ou kinés, avec moins d'expérience, donc moins cher, entre guillemets. Et du coup, ça me pose la question de la compétence aussi, hein, derrière tout ça. Et voilà, donc dans cet article, il parlait aussi de l'importance de la communication au sein d'un staff médical, qui est primordial pour faire passer les infos. La communication fait partie pour moi de la prévention des blessures. Et donc voilà, donc la formation continue qui est importante. Dans le monde professionnel, on a malheureusement peu la possibilité de se former. Alors on est formé au départ, hein, on est recruté pour ça, pour nos compétences de formation. Mais dans ce milieu-là, c'est en évolution permanente. Il y a des techniques qui évoluent, il y a des connaissances. Et si on ne fait pas l'effort de se former, on est très vite dépassé. Et effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce qui est dit dans cet article, c'est que il y a beaucoup de choses à revoir pour les staffs professionnels dans le monde pro, hein, médical, qui est comment on peut avoir un rythme de travail qui soit compatible avec un niveau de formation, de compétences aussi qui soit le plus haut niveau, puisqu'on cherche toujours le haut niveau, mais dans certains domaines, des fois, j'ai l'impression qu'on ne fait pas tout pour que ce soit aussi le haut niveau dans le médical, par exemple. Parce que c'est compliqué quand même pour prendre l'exemple d'un kiné, de pouvoir se former quand tous les jours tu es mis à contribution, que tu as un match tous les 2-3 jours. C'est difficile dans une équipe, on va dire peut-être de Ligue 2, où il y a un peu moins de staff, de pouvoir se libérer pour pouvoir se former, sachant que les formations quand même prennent du temps également. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment un sujet délicat, qui est complexe. Parce qu'effectivement, soit il y a des clubs qui n'ont pas le nombre de kinés, parce que quand on va se former, on est absent. Oui. Et le foot, c'est tous les jours. Hein. C'est ça. Le week-end, voilà, c'est un rythme assez prenant, très prenant. Et donc, dans les petites structures, si on va se former, il n'y a plus personne pour travailler, donc c'est pas possible. Dans les grandes structures où là, il y a le nombre de kinés, des fois, il y a des freins qui sont ailleurs, hein, qui sont des fois administratifs. Hein. Moi, je l'ai vécu, où quand vous demandez à aller vous former, on a l'impression que vous partez en vacances, en fait. Donc, bon, il faut se battre. Il faut se battre pour pouvoir continuer à se former. Donc, la solution, elle n'est pas simple. Parce qu'il y a un grand paradoxe, quand même. On va vers du travail qui tend à la personnalisation, à la prévention, qui est de plus en plus pointu.
D'ailleurs, tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure si les joueurs se blessaient plus aujourd'hui qu'avant. Il n'a pas oublié. C'est aussi une de ses qualités, c'est qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Ancien défenseur, on lâche rien. Mais oui, c'est un gros paradoxe. En fait, on a l'impression de l'extérieur que c'est un travail de plus en plus pointu. Et en fait, cet article nous révèle, et tu viens nous le confirmer, que finalement, les intervenants sont peut-être de moins en moins formés parce que le rythme est de plus en plus soutenu également. Donc il y a un vrai paradoxe avec ça. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est plus dans les conclusions d'études scientifiques pour mettre en place des protocoles et des façons de travailler, même au niveau médical. Donc à la limite, presque l'expérience, peu importe. Donc à la limite, on peut prendre des jeunes. Si je caricature, il suffit d'appliquer les conclusions des articles scientifiques pour y arriver. Sauf qu'à un moment donné, dans ce milieu-là, il y a de la pression. Il y a de la pression à des moments. Il faut faire face à des situations difficiles. Il faut prendre la bonne décision au bon moment, avec, encore une fois, beaucoup de pression autour. Et donc ça, il n'y a que l'expérience, à mon avis, qui permet de garder la tête froide et de prendre les bonnes décisions. Oui, on imagine un jeune kiné sortant de l'école. Toi, tu as connu un joueur comme Falcao qui a été recruté pour près de 60 millions à l'AS Monaco, puis tu te retrouves à masser les cuisses de Falcao, ou en tout cas à gérer les problèmes de Falcao, qui a coûté un certain montant à son club, avec donc une énorme pression dans tes mains. Pour commencer, ça peut être sympa, mais c'est pas forcément idéal, non ? Ouais, tout à fait. C'est pas simple. C'est pas simple. En plus, souvent, puisque tu parles de joueurs comme Falcao, c'est des joueurs comme lui, ils ont voyagé beaucoup et ils ont été confrontés à des compétences ailleurs, dans d'autres pays aussi, avec souvent, des fois, il y a des techniques qui sont développées dans des pays qui ne sont pas autorisées chez nous, ou moins pour des raisons d'éthique ou autres. Mais du coup, ces joueurs-là peuvent comparer très facilement et très rapidement le niveau de compétence. Et du coup, des fois, c'est déstabilisant parce qu'on se retrouve où le joueur il ne comprend pas pourquoi on ne va pas lui faire plutôt des soins qu'il a connus avant et qui marchaient bien, etc. Et bon, ça, c'est complexe. Et c'est vrai qu'il faut de l'expérience pour appréhender tout ça. On peut en parler, Rida, avec quelqu'un qui a aussi énormément d'expérience dans le domaine, que Yannick connaît bien. On va te laisser l'introduire. Yannick, il s'agit de Philippe Quens, avec qui tu as longuement travaillé à l'AS Monaco et qui, lui, était le médecin-chef du club. Oui, tout à fait. Philippe est arrivé à l'AS Monaco, je pense qu'il vous le dira lui-même exactement. Je ne sais plus si c'est 2002, 2003. C'est à peu près ça. Il a travaillé une quinzaine d'années à l'AS Monaco. Ça a été le médecin-chef, le médecin responsable de l'AS Monaco. Et moi, c'est un ami avant tout, parce que c'est quelqu'un, moi, je trouve, d'exceptionnel, qui a été un stimulant pour tous ceux qui ont pu le côtoyer à l'AS Monaco au sein du staff médical. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui cherche à innover. Et d'ailleurs, moi, je le remercie parce que c'est lui on parlait des formations continues, et lui, il a tout le temps cassé les oreilles aux dirigeants à l'AS Monaco pour pouvoir obtenir qu'on puisse se former facilement. Et je l'en remercie parce que c'est vrai qu'à l'AS Monaco, on avait la possibilité quand même relativement de pouvoir se former. Et c'est grâce à Philippe qui a toujours cherché à aller de l'avant. Oui, il nous en parlera mieux encore, mais par exemple, Philippe Quens a monté une literie à la Turbie. Oui. Il a été jusqu'à justement à adapter les matelas des joueurs à leur domicile pour qu'ils puissent justement mieux récupérer avec des matelas de qualité et adapter à leur morphologie, à leurs habitudes. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a rien laissé au hasard, donc on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, donc on était en train d'évoquer l'évolution des staffs médicaux dans le football pro et notamment cette problématique de formation des différents intervenants en fonction bien sûr du rythme très soutenu du football professionnel, avec des compétitions et des préparations qui s'enchaînent tout le temps. De par ton expérience, toi, quel regard tu poses sur ce problème ? Alors déjà, merci pour votre invitation. Ça va me raviver quelques souvenirs, puisque j'ai passé quelques années dans le club de Monaco où j'ai laissé ma passion et mon énergie. Et c'est des grands moments au niveau humain.
La formation, c'est quelque chose d'obligatoire dans le domaine médical. C'est la formation médicale continue, elle est obligatoire. Il faut savoir que dans ces domaines scientifiques, si vous ne vous formez pas pendant 5 ans, vous perdez 10-15% de votre savoir sur l'ensemble de la spécialité médicale. Il n'y a aucun doute quant à une évolution extrêmement rapide du savoir autour de la médecine, des soins, de la performance, de l'approche. Je vous donne un exemple. Il y a 15 ans, il n'y avait pas d'échographie musculaire. Il y a 5 ans, il y avait très peu de sport scientists. Ces domaines sont en ébullition. Il faut, et moi j'ai demandé à ce que ça soit inscrit dans les contrats de mes collaborateurs, il faut réserver une place pour la formation continue, que ce soit dans un domaine strictement médical, mais aussi paramédical. Ça peut être la psychologie, ça peut être la nutrition. Les choses vont très très vite. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as rencontré des biais auprès des dirigeants, notamment durant ton expérience à l'AS Monaco ? Je sais que tu es toujours en contact avec l'association des médecins du football professionnel. Et est-ce que c'est un sujet qui est évoqué justement au sein de ce groupement ? Absolument. Je suis encore dans cette association des médecins du football au titre de représentant de la haute autorité du football. Bien sûr, la formation, la qualité des médecins, leur savoir-faire et leur savoir tout court est au cœur de nos préoccupations. On se réunit en janvier, on a une journée de formation, une demi-journée de formation médicale sur plein de domaines, la cardiologie, la traumatologie, et la Covid, bien sûr, mais on est en formation permanente. Comment imaginer être au top sans être en formation permanente ? C'est un petit peu comme les joueurs de foot. Ils sont obligés de s'entraîner pour être performants. Vous, c'est la même chose un petit peu. Absolument. Et je veux dire, je vous ai cité quelques exemples. Si je vous dis la génétique va rentrer dans le football, comme elle rentre dans la médecine de ville, comme elle rentre dans un projet de médecine globale, préventive, prédictive. Donc, tous ces domaines sont passionnants et il faut se mettre à jour. Et d'ailleurs, il existe maintenant une formation dédiée sur une année dédiée aux médecins du foot, mais également aux kinés du foot pour connaître les spécificités de la médecine du football. En quoi, justement, on en parlait tout à l'heure avant ton arrivée, en quoi ça peut être dangereux, justement, que le kiné ou le médecin, etc., ne se forme pas et soit un petit peu en retard ? Est-ce que ça peut être un risque pour l'équipe, pour les joueurs ? Il faut une homogénéité de l'équipe médicale au sens large. Il faut que le médecin ait une connaissance globale des spécialités avec qui il travaille. Je pense aux kinés, aux ostéopathes, aux nutritionnistes, aux sport scientistes qui ont fait une entrée forte dans le quotidien d'un staff médical football. Donc il faut savoir de quoi on parle, il faut pouvoir échanger et il faut que les différents acteurs, quelque part, parlent la même langue. C'est là un clin d'œil, mais oui, on a aussi dans des staffs, alors ça concerne peut-être que quelques clubs d'élite, des staffs qui viennent d'un peu partout, avec des cultures différentes, avec des connaissances différentes, avec des approches différentes, tant au niveau de la pratique que de l'éthique, que de l'approche. On peut imaginer qu'il y ait une diversité. De plus, ces staffs étant liés à l'entraîneur qui change tous les 2-3 ans, moi, en 16 ans à l'AS Monaco, j'ai quand même connu 14 entraîneurs et 4 présidents. Ça change, les staffs changent, les préparateurs physiques changent. Il faut arriver à une forme de constance et d'harmonie et de solidité. Et justement, est-ce que les rapports humains et dans la connaissance. Est-ce que les dirigeants sont à l'écoute de ces nécessités pour le staff médical, ou est-ce que c'est un travail de longue haleine pour justement les rendre un petit peu plus réceptifs par rapport à ces besoins ? Alors, bien sûr, il y a des endroits où ça se passe très bien et il y en a d'autres où on aimerait que ça se passe un peu mieux. Le but de notre association, c'est de tirer tout le monde vers le haut.
on peut imaginer que le staff médical de l'équipe première du championnat de Ligue 1 n'est pas la même que l'équipe dernière du championnat de Ligue 2. Et pourtant, c'est des footballeurs professionnels, ils ont besoin d'avoir un cadre idéal, ils ont besoin d'avoir les meilleurs soins, ils ont besoin d'avoir la meilleure récupération possible et de pouvoir compter sur un avis nutritionnel, un bon kiné pour la récupération et une prise en charge globale qui soit satisfaisante. Donc, notre idée, à travers les formations, et on a le soutien de la Ligue de football professionnel sur ces projets-là, et de tirer tout le monde vers le haut et de bien sensibiliser les clubs sur l'excellent investissement que l'on peut faire en prenant une bonne équipe médicale, à savoir des gens disponibles, des gens compétents et des gens qui peuvent apporter le meilleur d'eux-mêmes avec une forme de stabilité aussi. On sait que près de 30% des médecins changent tous les ans en Ligue 1, Ligue 2. C'est énorme. On ne peut pas construire sur une situation de ce type-là. Les staffs médicaux ne sont pas des staffs techniques. Il faut le comprendre. Il faut petit à petit l'institutionnaliser et le faire partager aux présidences. Oui, d'autant plus que quand il y a des blessures en nombre dans un effectif, c'est souvent le staff médical qui est montré du doigt, alors que finalement, là, on apprend à travers vos témoignages avec Yannick Guillaumet que si le staff n'a pas les clés pour se former, pour se perfectionner, et c'est difficile ensuite d'aller lui reprocher de pas forcément bien gérer une quantité de blessures importante, surtout dans un contexte de compétition acharnée, de matchs qui s'enchaînent, parfois tous les 3 jours. Enfin, il y a quand même une petite injustice par rapport à ça, non ? C'est là un raccourci assez commun et totalement idiot. Pardonnez-moi. Le médecin va blesser un joueur le jour où il met des crampons ou lui fait un tacle. Le médecin, il est là pour réparer. Alors, il a certainement une responsabilité dans la rechute de la blessure. Mais là encore, qui s'occupe de la rechute ? Le médecin est en charge d'un diagnostic, il va faire un protocole, puis ensuite il y a les collaborateurs qui s'impliquent. Mais il y a aussi les préparateurs physiques qui vont à un moment prendre le relais. Et plus ils le prennent tôt, plus c'est compliqué. Donc quelque part, il faudrait... je schématise, un préparateur physique qui connaisse bien la kiné ou un kiné qui connaisse bien la préparateur physique. Ces jonctions-là étaient essentielles. Je vous rajoute deux, trois incertitudes. Si vous avez un avis extérieur, je ne sais pas, du médecin ou du kiné de l'équipe nationale qui dit « Ah ben non, moi je ferais plutôt ça », ou encore un avis du médecin du club d'avant parce que le joueur change régulièrement de club, ou encore... Et ça, c'est des situations qu'on a connues et que tous les clubs connaissent et c'est extrêmement perturbateur. C'est que les joueurs ont tendance à prendre des staffs personnels. Le staff personnel, ça comprend des médecins, ça comprend des kinés, des préparateurs physiques, des sophrologues, des préparateurs mentaux. Bref, tout un environnement qui n'existe que par la contradiction de ce qui est fait à l'intérieur du club. Le joueur n'a aucun intérêt à prendre un préparateur physique qui dit non mais au club tout est bien géré, j'ai rien à rajouter. Donc on va avoir des perturbations extérieures sur ce processus très délicat qu'on étudie avec beaucoup de soin sur la quantité de travail, sur la cicatrisation des tissus, sur un savoir-faire qu'on a accumulé sur des carrières et qui est remise en cause par quelques-uns qui finalement n'ont pas comme préoccupation principale la récupération immédiate, le bien-être et la performance à moyen, court et long terme pour le joueur. C'est un gros problème. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu justement de l'importance des staffs. J'ai eu une petite discussion il y a quelques jours avec un entraîneur de National 3 qui me disait la même chose. Donc maintenant, on est même sensibilisé à des niveaux de plus en plus bas. Donc là, on parle du cinquième niveau français, de 5e division française, à l'importance justement d'un staff médical
qui soit là au quotidien ou en tout cas assez souvent au sein du club pour accompagner l'équipe et pour pas laisser les joueurs justement dans la nature et devoir gérer leurs blessures eux-mêmes. C'est ce qui se passe à des niveaux beaucoup plus faibles. Alors là, effectivement, on parle des staff pro Ligue 1, Ligue 2. Mais à un certain niveau, les joueurs doivent se gérer eux-mêmes. Ça, c'est un vrai problème. Il faut avoir des référents, il faut avoir des gens compétents qui organisent une filière de soins optimale, puisque là, on joue gros. Des fois, on a des mauvaises évaluations, des mauvaises évolutions, et ça finit par une fin de carrière, par mauvais choix, des situations catastrophiques. On en a rencontré, et on en entend parler régulièrement. Donc, c'est important d'avoir un cadre solide, des référents à qui on peut très rapidement demander un avis. Un avis, c'est essentiel ce que vous me dites. C'est avoir un référent immédiat à tous les niveaux. Et pour le football, c'est des choses essentielles. Ouais. On a compris, Philippe et Yannick, et là je m'adresse à Yannick, qu'il y a quelque chose d'essentiel aussi au sein du staff, c'est la communication. Et quand on a les bonnes directives, on va dire, on fait un meilleur travail. C'est à peu près ça, dans ton rôle à toi, Yannick, ce dont tu avais besoin, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est un axe qu'on a cherché à développer les dernières années à l'AS Monaco avec Philippe, notamment, où on cherchait à optimiser les processus de communication interne au staff médical, mais aussi en relation avec le staff technique. Quelle information doit voyager, à quelle vitesse, vers qui, tout ça au niveau professionnel sont des processus qui sont hyper importants. Et la communication, pour moi, la qualité de la communication rentre pleinement dans la prévention des blessures. Il y a un article scientifique d'ailleurs qui avait conclu à ça, qui avait étudié la première ligue donc anglaise et qui avait leur conclusion principale, c'était que la qualité de la communication dans le club, au sein du staff médical, avec le technique, même avec les dirigeants, influençait directement sur le nombre de blessures dans l'année. C'est quoi justement la communication ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Qu'est-ce qui est fait par exemple dans les clubs pour améliorer au maximum et pour optimiser, j'ai envie de dire, au maximum la communication ? C'est un sujet assez large, mais je vais caricaturer à l'extrême. Oui. C'est un joueur qui vient te voir le matin sur la table de massage, qui a une douleur. Et qu'est-ce que tu fais de ce message ? Est-ce que le joueur qui, lui, la plupart du temps, veut s'entraîner à tout prix, te dit de ne rien dire ? Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis rien, tu dis à qui, comment, et voilà. Donc, c'est tous ces axes de réflexion qui sont importants. Et globalement, c'est si tu fais passer le message intelligemment, peut-être tu évites que le joueur aille se blesser. C'est-à-dire que soit on va le communiquer au médecin qui va faire le diagnostic. Est-ce que c'est important ou pas ? Est-ce qu'on le retire complètement de l'entraînement ou est-ce qu'on le laisse s'entraîner sous certaines conditions ? Est-ce que l'entraîneur va accepter que le joueur s'entraîne à 50% ? C'est très complexe. On peut parler d'ailleurs des outils digitaux qui arrivent justement à disposition des staffs techniques. J'ai en tête notamment MyCoach Pro qui permet au staff médical justement de bien maîtriser les datas concernant les joueurs, de bien communiquer aussi à travers cet outil avec le staff des préparateurs physiques et bien entendu le staff technique qui dirige un petit peu la manœuvre en fonction de ses objectifs. C'est aussi la révolution en fait, vous pouvez peut-être nous dire messieurs, entre la gestion de ce domaine-là dans les années 2000 et dans les années 2020. J'ai un avis là-dessus qui est peut-être à contre-courant. La blessure, l'image de la blessure, les conséquences de la blessure, c'est du domaine médical et ça rentre dans le cadre du secret médical. C'est quelque chose qu'on partage à l'intérieur d'un secret médical. Et nous utilisons d'une façon générale dans les clubs professionnels un outil qui s'appelle Ascamon qui met cette barrière, cette protection, cette garantie de non-diffusion des éléments précis sur la blessure. Alors c'est un exercice difficile puisqu'il faut quand même dire ce qui se passe, mais on est protégé, le médecin est garant de ça.
d'une diffusion large et complexe de la situation de maladie ou de blessure, en tout cas de tout ce qui concerne le médical pur. Donc, la jonction entre le médical, le secret médical et la préparation physique, il faut bien la gérer. Il faut bien la gérer, y compris sur les datas, parce qu'aujourd'hui, on entend des datas de partout, on a des profils de data. Là aussi, on est en train de réfléchir pour essayer de mettre un véritable cadre sur ces informations-là. Elles sont pas d'ordre public. Un jour, un joueur va nous dire mes datas, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma performance. Vous les avez dévoilées. J'ai pas pu signer dans un autre club parce qu'il apparaissait, je dis n'importe quoi, que j'étais pas endurant, pas résistant, que je me blessais souvent de ci, de ça. Et j'ai perdu ma chance et je vous en rends responsable. C'est un domaine assez sensible sur lequel on a besoin de réfléchir, d'avancer prudemment. Et moi, je reste bien debout sur le secret médical. Par ailleurs, une blessure, on va parler de cette coordination des différentes équipes. C'est quoi? Au début, il faut un bilan. Donc, il vous faut quelqu'un qui soit capable de vous dire ce que vous avez, quel type de blessure, quels sont les tissus lésés, parce qu'un os ne guérit pas à la même vitesse que la peau, qui ne guérit pas à la même vitesse qu'un tendon ou qu'un muscle. Donc, il y a des choses structurelles. Et ça, le médecin doit être très clair là-dessus. Même si physiquement le joueur se sent bien, il n'a pas trop mal, s'il est persuadé que le tissu n'est pas dans une situation de stabilité, de guérison, ce joueur va se reblesser, même si tout est ouvert. Tout ne peut pas être digital. Il reste ce savoir-faire, d'autant plus qu'on va rapidement se trouver dans une situation où on ne veut pas arrêter le joueur, on ne veut pas lui faire perdre ses qualités de force, on ne veut pas lui faire perdre sa souplesse ni son endurance. Et puis très vite, on dit il faut le remettre dans le gestuel. Et puis une fois qu'on en est là, on ne peut pas imaginer reprendre un collectif sans un minimum de cicatrisation. L'évaluation du risque, elle est quotidienne. Et pour ça, on a besoin de partager. Pour ça, on a besoin de savoir ce que le préparateur physique a l'intention de faire très précisément. Parce que si c'est une lésion d'un ischio et qu'on est à 3 semaines et qu'il a prévu une série de 10 sprints, on se met le couteau sous la gorge. On est en danger maximal, même si pour lui, tout est bon, le joueur se sent bien, le joueur a envie, etc. On est en danger. Donc, ce dont vous parlez, c'est le cœur du savoir-faire, la communication, expliquer pourquoi c'est dangereux, pourquoi on a un feu vert, quel type d'activité est autorisée, l'endurance, la force, l'excentrique, le concentrique, tous ces domaines-là doivent être parfaitement contrôlés. Écoute Philippe, c'était plutôt très clair. C'était plutôt très très clair. Merci en tout cas pour cette excellente intervention. Ouais, c'était vraiment très très intéressant. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt, donc peut-être dans un autre podcast avec d'autres sujets, et notamment cette question des lits. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Cette question de la literie, quand même, là, Yannick a aiguisé ma curiosité quand même. C'était quand même très très intéressant. Voilà, merci beaucoup Philippe et on vous dit à très bientôt. À bientôt Philippe. Pour terminer Yannick, on va peut-être terminer par un petit avant-goût de peut-être ce qui nous attend sur ActuFoot, puisque tu vas revenir de manière mensuelle pour nous parler, pour réaliser un podcast autour des différentes blessures. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc oui, on va essayer de mettre en place une fois par mois, j'espère tenir ce rythme, les principales pathologies rencontrées dans le football et comment les prévenir, comment les guérir, enfin tout ce qui va aller un petit peu autour pour être de bons conseils pour ceux qui cherchent justement au niveau amateur, qui n'ont pas la chance d'être encadrés par des staffs pros au quotidien, et d'éviter les erreurs majeures. C'est un podcast qui va vraiment intéresser beaucoup d'équipes et d'éducateurs et même de joueurs, forcément, qui sont friands Exactement. de ça et qui aiment beaucoup, quoi. Ça va être vraiment intéressant. Donc on donne rendez-vous aux auditeurs chaque mois en essayant de tenir le rythme avec Yannick pour en savoir plus et pour essayer de s'améliorer sur ce sujet-là, les blessures dans le football et
malheureusement, on a tous connu ça. Et oui, exactement. En tout cas, on vous donne rendez-vous donc très bientôt pour ce premier numéro de ce podcast tourné autour des blessures. Merci beaucoup Yannick Guillaumet, merci beaucoup Yannick Pelayo et encore merci à Philippe Coens d'avoir accepté cette invitation. C'était très intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFoot Podcast. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.